rentrer dans le vif du sujet de notre session, qui sera donc, nous en sommes convenus, exclusivement consacrée à la prolongation du plan de soutien et de solidarité du département, son renforcement notamment vis-à-vis des jeunes, puisque chacun le voit, le vit, qui sont particulièrement touchés par la crise ces derniers mois. Alors, évidemment, je n'y reviens pas, cette crise frappe fort, et ne nous y trompons pas, elle est appelée à durer. Vous avez vu que récemment encore à Dijon, un cas de variant anglais de Grande-Bretagne est identifié en Côte d'Or fin de semaine. Et donc on reste avec des taux d'incidence qui ont baissé, mais qui restent très élevés, et donc auxquels il faut être extrêmement attentif. Et j'entendais encore hier soir les avis du président. Notamment sur les questions de santé, et on est dans une situation qui reste extrêmement préoccupante. Et évidemment, je le redis, le département continuera d'agir fortement en 2021 comme nous l'avons fait en 2020. Alors, je ne vais pas revenir sur les conditions de la mise en œuvre de la vaccination et du dialogue difficile avec les autorités de santé. Mais ce que je regrette, je veux le redire ici, c'est qu'on est engagé dans la confusion, la deuxième phase de la vaccination, alors même que la première phase destinée à nos EHPAD n'était toujours pas terminée, et que nous sommes dans un contexte de pénurie de vaccins. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir les chiffres, comme chacun d'entre vous, on les a enfin obtenus. Ce que j'observe, c'est que la majorité des résidents des EHPAD n'est toujours pas vaccinée. Nous avons aujourd'hui 1700 d'entre eux qui sont vaccinés, alors que nous en avons pratiquement 6400, près de 6400. C'est-à-dire on est à 25-26% de vaccination dans nos EHPAD. Alors, dans le même temps, on a invité les personnes à aller de plus de 75 ans à se faire vacciner, avec des phénomènes d'embouteillage. Et on voit bien, on a affaire à une gestion qui est hyper administrée, et j'ose le mot, hyper centralisée. Imaginez, mes chers collègues, c'est Santé publique France qui gère directement depuis Paris les affectations de vaccins aux EHPAD qui sont privés et associatifs du département, depuis Paris, sans la moindre transparence d'ailleurs. Alors que pour les EHPAD publics relevant des hôpitaux, c'est l'ARS et donc le CHU, que je tiens à nouveau à remercier pour son action, qui fournit les hôpitaux et les EHPAD publics. Donc, bon, et je ne parle pas des centres de vaccination, des conditions de leur mise en place, et pour lesquelles aujourd'hui l'inscription est suspendue. Tous les départements de France, et j'ai participé à une visioconférence avec l'ensemble des présidents de départements, et j'y tenais absolument, on demande au gouvernement de redéfinir la stratégie vaccinale. Quand on nous annonce qu'on va voir terminer très rapidement, je regardais les chiffres, enfin peut-être les médecins qui sont dans cette salle et les pharmaciens me le confirmeront. Si on voulait terminer la vaccination avant l'été, c'est 10 millions de personnes par mois qu'il faudrait vacciner. Donc on n'a pas les vaccins. Donc il faut dire très franchement et redéfinir la politique vaccinale. Deuxième chose que je demande au niveau du département, en lien avec les départements de France, mais je crois aussi avec d'autres collectivités, hein, c'est qu'on ait la transparence totale sur les vaccins et sur leur distribution dans les centres de vaccination. Transparence totale. Aujourd'hui, on est dans une situation invraisemblable. Tous les maires ont joué le jeu. Que ce soit le maire de Dijon, tous les maires de tout le département, ont joué le jeu pour mettre en place des centres de vaccination. Brazet, on en a demandé, Pouilly, enfin je ne vais pas faire toute la liste, chacun le sait bien. Puis on s'est retrouvé avec des pans entiers dans lesquels il n'y avait pas de centre de vaccination. Je dis au préfet, mais attendez, travaillez avec nous sur la définition des centres de vaccination avec les élus locaux. On est en charge des personnes âgées. On connaît, on sait où elles sont. Travaillez avec nous à la définition. Alors, on nous dit, on vous informe. Très bien, on nous informe des décisions prises. Mais une information, ce n'est pas une concertation. On nous a consultés. Mais j'observe que tous les avis qu'on émet n'ont pas été suivis pour beaucoup d'entre eux des faits. On connaît pourtant les publics fragiles. Vous-même, conseiller départementaux de Côte d'Or et conseillère départementale, vous connaissez les situations, vous connaissez les personnes âgées, vous connaissez les personnes en situation de handicap. C'est notre cœur de métier. J'ai proposé l'offre du département. Je le dis parce que nous sommes en charge du médico-social. Il y a une vraie logique. Je regrette d'ailleurs qu'elle n'est pas suffisamment utilisée. Et je le redis. Alors, la semaine dernière, quand même, on nous a demandé d'approvisionner des centres situés dans l'agglomération dijonnaise en périphérie pour assurer la vaccination, c'est-à-dire les cotons, etc., etc. Nous allons le faire.
nous le continuerons. Alors, je le redis, il y a un vrai débat parfois avec l'opposition, on nous dit il faut rester strictement dans nos champs de compétences. Moi, je redis ici, et peut-être qu'on aura un débat là-dessus, il faut impérativement qu'on réussisse ensemble et nous sommes aux côtés des services de l'État. Mais il faut que l'État accepte la transparence totale sur les doses disponibles département par département, leur répartition, le calendrier de mise à disposition dans les centres de vaccination pour éviter, y compris les tensions entre élus. Aujourd'hui, moi j'entends, certains se débrouilleraient mieux que d'autres pour obtenir des vaccins. C'est inacceptable au regard de l'égalité de traitement qu'on doit avoir par rapport à chaque citoyen. Et dès lors qu'on a une cible, moi, vous ne m'avez jamais entendu critiquer les décisions prises par le gouvernement en matière de protection de la santé. Le gouvernement a des éléments que je n'ai pas en ma possession. J'ai simplement critiqué les modalités de mise en œuvre. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut travailler franchement et honnêtement avec les acteurs locaux et informer loyalement la population. Nous n'avons pas assez de vaccins. Il faut le dire aussi clairement que ça. Donc je ne comprends pas cette confusion entretenue. Alors, voilà, je ne vais pas prolonger. Je sais que c'est un avis, de ce que je me suis entretenu avec les uns et les autres, assez partagé sur la nécessité de la transparence vaccinale, hein, et sur la cible de ceux qu'on doit vacciner. En tout cas, il y a beaucoup de... Je comprends aujourd'hui l'impatience d'un certain nombre de nos compatriotes et leur incompréhension, appelés à s'inscrire sur des listes dont nous savons que leur inscription les conduira peut-être jusqu'au mois de mars-avril, et les inscriptions sont closes pour un certain nombre de... Bon, voilà, donc il faut vraiment qu'on clarifie tout ça, et nous voulons vraiment réussir cette campagne de vaccination parce que même s'il y a des nouveaux variants, on sait très bien que c'est la seule clé médicale aujourd'hui qui nous est offerte pour nous sortir de cette crise. Donc, vaccinez-vous, oui, c'est un slogan, mais encore faut-il que nous puissions le faire, hein. Donc, moi, je demande vraiment, je le redis, la transparence totale au service de l'État et à l'ARS qui ne peut pas considérer que la gestion d'une crise pandémique, elle se fait simplement entre spécialistes de la santé. Nous avons un débat de société à avoir, il faut qu'il s'établisse dans la transparence. Pour ce qui nous concerne, évidemment, on veut continuer de protéger, c'est notre première priorité, les Côtes d'Oriens qui sont directement touchés dans leur vie quotidienne, au-delà de ces aspects de vaccination. Donc les solidarités, évidemment, c'est notre cœur de mission. Monsieur le directeur général, je veux vraiment remercier à nouveau tous nos services, hein, Madame la directrice générale adjointe en particulier, qui, malgré les difficultés liées au couvre-feu, au télétravail, aux protections des agents eux-mêmes, la protection de la relation des agents avec les usagers, tous font face avec beaucoup d'engagement à une charge de travail accrue. Donc je veux les remercier. Il a fallu préparer des nouvelles mesures et très engagés. Donc vraiment à nos agents, à toutes les équipes, à nos équipes d'animation, un grand merci. Et puis à tous ceux qui assurent la protection de nos enfants dans les maisons, dans les MEX, euh, tous ces sujets, euh, tous ces sujets de crise qui sont particulièrement marqués en ce moment et qui touchent directement la vie des personnes. La première série de mesures, donc d'abord, que je vous propose, mes chers collègues, c'est de prolonger jusqu'au 31 juin tous les dispositifs de soutien que nous avions mis en place en 2020 et qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est le premier objectif, les prolonger. J'ai souhaité d'ailleurs, pour que les choses soient claires, je ne peux pas demander la transparence à d'autres sans la respecter au niveau du département. J'ai souhaité que vous ayez des rapports très complets sur les conditions de mise en œuvre des mesures que nous avons votées ensemble, d'ailleurs j'observe à l'unanimité. Donc vous avez un bilan très précis des dépenses engagées au 31 décembre. Vous en souvenez, nous avions prévu un plan de financement de 24 millions de dépenses supplémentaires en 2020. En fait, avec toute la périphérie liée à la pandémie, nous avons engagé en 2020 32,6 millions d'euros. 32,6. En résumé, et nous y reviendrons en détail, Emmanuel Coin vous en fera le bilan pour l'action sociale, on aura un échange sur ces sujets. Nous avons attribué pratiquement, pas loin de 4000 aides d'urgence, c'est-à-dire en plus des dispositifs habituels, et parfois des aides d'urgence à répétition pour faire face à l'essentiel de la vie, parfois simplement pour pouvoir manger, se nourrir. Nous avons accompagné près de 400 familles d'artisans, de commerçants, d'auto-entrepreneurs, je dis bien les familles, puisque nous n'avons pas la compétence économique.
Comme je l'avais indiqué, nous avons soutenu toutes les associations et j'ai eu des témoignages très émouvants, je vous le dis, hein, de la part d'associations du champ social ou d'associations culturelles, sportives, sur le soutien, parce que c'est un vrai soutien que nous avons fait. D'abord, le maintien des subventions allouées traditionnellement, que les manifestations aient lieu ou pas. Et deuxièmement, des aides exceptionnelles que nous avons attribuées aux associations qui nous ont sollicités et pour lesquelles l'absence d'activité pouvait conduire à leur disparition ou représenter pour eux une menace de vie. Au total, pour les associations, nous avons attribué 2,2 millions d'aides, dont 1 million de subventions exceptionnelles. C'est extrêmement important. Et je pense aussi à l'aide alimentaire. Je suis allé sur le terrain, je vais continuer de rencontrer tous les bénévoles et que je tiens vraiment à remercier, qui font un travail remarquable. Euh, D'ordinaire, pour l'aide alimentaire, on apportait un concours de l'ordre de 50 000 euros hein, pour les achats, pour les soutenir. À peu près 50 000 euros. L'an dernier, nous avons apporté 500 000 euros, c'est-à-dire 10 fois plus d'aide alimentaire. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui contribuent à donner, à accompagner pour faire en sorte qu'on réponde à la demande qui a accru, notamment chez les jeunes. Donc, vraiment, je vous le dis, j'ai été très touché par les témoignages de reconnaissance de l'action que nous avons conduite ensemble et que nos services ont conduite. Euh, mais nous voulons faire plus. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui au-delà de la reconduction des mesures. Faire plus en direction des jeunes, en direction des étudiants qui sont plongés pour beaucoup d'entre eux dans la précarité parce qu'il y a faute de stage, de contrats temporaires, de petits boulots. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un véritable plan solidarité jeunesse. Et donc, nous l'examinerons avec un rapport qui est consacré. Pour faire simple, nous voulons d'abord renforcer le partenariat avec le Crous pour faciliter l'accès des étudiants en difficulté à tous les services sociaux et aux aides, notamment d'urgence, dont nous avons voté le principe. Deuxièmement, nous voulons favoriser l'accès des étudiants de moins de 25 ans aux associations d'aide alimentaire. Et pour ce faire, face à la pression de la demande, la seule maraude ne suffira pas, la seule ramasse ne suffira pas à garantir l'aide alimentaire. Il y aura probablement besoin d'achats alimentaires. Donc nous avons décidé d'accompagner toutes les associations à hauteur de 50 euros par mois par étudiant identifié ou par jeune identifié comme sollicitant les aides d'urgence éventuelles. Donc 50 euros par mois de plus par rapport à l'aide alimentaire que nous apportons et qui sera ciblée pour permettre de répondre à la demande des jeunes et des jeunes étudiants. J'observe simplement qu'ils sont de plus en plus nombreux à solliciter cette aide et donc nous allons les accompagner les associations d'aide alimentaire. Pour rompre l'isolement aussi qui pèse et tisser du lien social, nous allons créer une de recrutement de jeunes en service civique pour les associations, pour les communes et les groupements de communes. J'ai même rencontré des jeunes en service civique qui étaient à la banque alimentaire et j'ai vu combien ils avaient trouvé là une voie de dialogue, d'épanouissement, d'investissement. Et donc, on travaillera avec l'ensemble des associations, y compris les épiceries solidaires. Donc, toutes celles qui voudront travailler sur les recrutements d'un service civique pour essayer d'accompagner ces jeunes. Pour favoriser l'accès à l'emploi marchand des jeunes les plus éloignés de l'emploi de moins de 25 ans, nous avons prévu de financer 20 contrats d'insertion en entreprise et ensuite on fera un bilan de cette première mesure. Nous allons aider aussi au recrutement d'apprentis par les collectivités locales et je salue le travail, Madame la Présidente, Patricia Gourmand, que nous avons avec le centre de gestion de la Côte d'Or, puisque nous allons travailler par voie de convention pour renforcer l'apprentissage. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous le faisons, y compris pour la restauration des cantines et notamment pour les cuisiniers. Nous allons également, par voie conventionnelle, renforcer l'accès à l'offre de formation de l'AFPA pour les jeunes publics relevant de la compétence du département bénéficiaires du RSA ou insuffisamment qualifiés. Vous avez entendu tout à l'heure le directeur de la Banque de France parlant de l'enjeu de la formation professionnelle. Donc nous allons renforcer l'accès à l'offre de formation AFPA.
Pour les jeunes, nous avons, vous le savez, 500 jeunes bénéficiaires du RSA. Les jeunes qui sont bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans, ce sont les jeunes parents. Et donc, nous allons évidemment encourager et permettre le cumul des revenus emploi et RSA, qui pour tous les bénéficiaires du RSA sera ouvert jusqu'au 30 juin de cette année. C'est une mesure qui a plutôt bien marché, puisque à ce jour, nous en sommes à dernier chiffre connu, 517 personnes qui, en Côte d'Or, ont pu bénéficier de la mesure cumul RSA emploi. Et ça veut dire que c'est un chemin vers l'emploi, en tout cas l'employabilité vers l'emploi qui est ouvert. Et on voit bien que c'est une mesure efficace. 517 bénéficiaires. Donc on a des métiers toujours en tension. C'est le paradoxe de la situation de crise qu'on traverse. Des métiers en tension dans l'agriculture, dans la vigne, on l'a dit Denis Thomas, on a des métiers en tension Anne Parent, on a des métiers en tension dans la forêt, on a des métiers en tension dans l'environnement de la personne. Donc, je souhaite que vraiment on continue d'accompagner. Ce qu'on vérifiera d'ailleurs, c'est qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine pour un certain nombre d'employeurs potentiels. Donc, la mesure sera réservée pour 6 mois. Et lorsqu'on constatera qu'on est dans un parcours vers l'emploi, on pourra la prolonger, mais ce sera au cas par cas pour éviter les effets d'aubaine éventuels que ça pourrait provoquer. Donc, mes chers collègues, c'est une mesure pragmatique qui permet à une personne, en retrouvant du travail, de ne pas se mettre en difficulté, de ne pas avoir le sentiment de se mettre en difficulté au cas où le contrat ne serait pas à la hauteur de ses espérances. Pour ce qui est enfin de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, nous avons proposé d'adapter la période de référence au prorata temporis. C'est aussi une demande qui nous avait été faite pour la perte de chiffre d'affaires si l'activité a démarré en 2019. Nous allons également renforcer l'accompagnement, et on voit bien les tensions familiales, l'accompagnement des jeunes en difficulté de leur famille, en augmentant les moyens de la maison des enfants et des adolescents. Vous savez que nous y consacrons déjà plus de 260 000 euros par an de financement. Et là, nous allons recruter un nouveau poste de professionnel de l'écoute. C'est donc 30 000 euros supplémentaires qui seront inscrits, si vous le votez, en direction de la maison des enfants et des adolescents. Sur ce sujet du mal-être de la jeunesse et face au phénomène de rupture psychique et psychiatrique que l'on observe, moi j'en appelle une nouvelle fois aux services de l'État afin qu'ils engagent réellement les moyens d'assurer le suivi médical de ces jeunes. Il y a eu des efforts déjà d'accomplis, ils ne sont pas suffisants, notamment par l'État au CHU de Dijon pour faire face à l'urgence psychiatrique, mais c'est un nombre de places qui reste extrêmement limité et pour des durées qui sont elles aussi très limitées. Je salue le travail qui a été fait par l'État à la Chartreuse aussi, par l'ouverture de places et du dispositif. Mais là aussi, on voit bien que ce n'est pas à la hauteur. On a la multiplication de ruptures psychiatriques et psychiques qui ne relèvent pas que des jeunes qui nous sont confiés. On a des témoignages de familles qui n'arrivent plus à gérer les accès de violence parfois d'un certain nombre de jeunes qui sont en rupture. Donc je demande à ce que l'État assume sa mission dans ce domaine. Pour ce qui nous concerne, sur le suivi des familles et sur le suivi social, nous jouerons pleinement notre rôle et on refera le point avec la maison des adolescents régulièrement et des parents pour faire le point sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre à ces situations de tension liées au confinement ou liées, comme en ce moment, aux mesures qui ont été prises de couvre-feu. Enfin, j'ajoute à ce plan de soutien et de solidarité une proposition de créer un fonds de secours pour les personnes les plus précaires, notamment âgées, cette fois, qui occupent un logement dégradé qui nécessite une rénovation ou qui nécessite une intervention ponctuelle que les seules aides d'urgence ne peuvent pas régler ou les seules aides qu'on apporte. On a observé, par exemple, que sur le maintien à domicile de personnes qui pouvaient y rester, mais achat d'un poêle, donc de diverses manières d'intervenir pour maintenir à domicile en cas de précarité, lorsqu'il y a des besoins qui sont un peu plus importants que ceux que nous mobilisons. Donc on va créer un fonds de secours pour ces personnes précaires occupant un logement dégradé qui nécessiterait une intervention, une rénovation. On va mettre en place un comité de sélection qui suivrait ça très précisément, mais c'est des remontées que j'avais eues de terrain. Pour le reste, toutes les autres mesures, je vous l'ai dit, prises en 2020, seront maintenues. Voilà pour le volet solidarité avec le plan jeunesse
le plan Solidarité Jeune, ce volet que je vous propose aujourd'hui. Le second lien et de solidarité concerne l'emploi et l'activité, parce que cette crise, on en sortira. Il faut soutenir par l'investissement public les entreprises du bâtiment, des travaux publics, soutenir les collectivités locales, Ludovic Rochette, pour faire en sorte qu'elles puissent investir et ainsi soutenir l'emploi et l'activité. Donc, nous avons voté, vous le savez, à la session de décembre, un plan de 110 millions d'euros d'investissement et la reconduction, là aussi, des mesures prises en direction des collectivités en 2020. Je vous propose aujourd'hui d'aider davantage nos communes et nos intercommunalités, de façon à les inciter à engager le plus rapidement possible leurs travaux pour soutenir l'activité des artisans et des entreprises du bâtiment et de travaux publics. Dans cet esprit, je vous propose d'augmenter de 10% notre taux de subvention des villages Côte d'Or, c'est-à-dire pour le petit patrimoine, qui seront toujours, comme c'était le cas au nombre de 2, de manière exceptionnelle, par commune, et qui seront désormais subventionnés à 60%. Je souhaite même que le 3e village Côte d'Or, destiné cette fois à prendre des mesures de protection liées à la crise, nous porterons donc ce 3e volet des villages Côte d'Or à hauteur de 70% la subvention. Donc 60% pour 2 villages Côte d'Or, donc on maintient l'engagement exceptionnel de 2 villages Côte d'Or par commune, 60% de subvention, donc 10% de plus, et parallèlement, pour les mesures Covid, 70% de subvention pour un dossier pour les communes dans le domaine qu'elles souhaiteront. Voilà pour le premier point. Nous allons également ouvrir notre programme, étendre notre programme Village Côte d'Or au financement des équipements de vidéoprotection. J'observe qu'un certain nombre de communes souhaitent se doter de vidéoprotection. Nous les accompagnerons. La sécurité reste une priorité aussi pour notre département. D'ailleurs, on sera prêt à voir aussi pour les protections autour des collèges. Je sais qu'il y a eu des discussions, des inquiétudes exprimées. Donc, on examinera ça. Et moi, je suis prêt à examiner les conditions de renforcement de la sécurité et de la sécurisation autour de nos collèges, en lien, bien évidemment, avec les collectivités concernées, pour ce qui est de l'extérieur du collège. Pour ce qui est de la voirie communale, tous les dossiers prêts dans chaque canton, un par commune, seront validés dès la commission permanente qui suivra, pour qu'il n'y ait pas de retard dans la mise en œuvre des travaux dans les communes, des travaux de voirie. Et cette année encore, je vous propose, dans un premier temps, de ne pas tenir compte du plafond. On verra ensuite quelle est la demande qui s'est exprimée en matière de voirie communale, et on ajustera les choses au fur et à mesure, et s'il le faut, on y mettra des crédits complémentaires. Donc je le dis, mesdames, messieurs les élus, vous pouvez déposer les dossiers. Tous ceux qui sont prêts seront commission permanente après commission permanente pris en compte, et on verra les questions de plafond ensuite. Donc on ne tiendra pas compte du plafond dans un premier temps. Je ne peux pas être plus clair. Après, je vous propose également de reconduire en 2021 l'augmentation du taux des avances de 20 à 50% et de réduire de 90 000 à 50 000 euros le seuil minimal de versement de ces avances. C'est une mesure qui avait fait preuve de son efficacité, notamment en 2020 pour les communes dont les marges de manœuvre budgétaires restent limitées. Alors, je vous propose également de réouvrir le programme d'aide aux communes d'appui de l'agglomération dijonnaise qui n'ont pas encore souscrit de contrat avec le département. Il y a notamment des discussions qui étaient avancées avec Chenauve, qui souhaite contractualiser. Donc, ce dispositif s'était arrêté au 31 décembre. Je crois que nous avions voté les crédits pour les villes d'appui avec Fontaine-les-Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur, les 2 derniers dossiers. Donc, je vous propose de réouvrir le programme d'aide aux communes d'appui de l'agglomération dijonnaise selon les mêmes modalités que précédemment. Et donc, nous pourrons examiner très rapidement un dossier de Chenauve, puisque il y avait un dialogue qui était déjà engagé avec cette commune. Cela vaut aussi pour les CAP 100% Côte d'Or. Pour les communautés de communes qui n'ont pas encore signé de contrat, je pense à la communauté de communes du Pays d'Arnel-Yernay et celle du Montbardois. Donc, on ouvrira la possibilité de contractualiser
donc pour les 2 communautés de communes qui n'étaient pas à ce jour qui n'avaient pas contractualisé. Je l'ai dit avec monsieur le préfet, je remercie les présidents de communautés de communes qui ont participé à la réunion que nous avons co-organisée, préfet de région et moi, et département. Nous allons nous engager dans les contrats territoriaux de relance et de transition écologique proposés par l'État en direction des... Nous interviendrons non pas en direction des pays, ça c'est la région, mais nous interviendrons en direction des communautés de communes dans le cadre de ces contrats de relance, communauté de communes ou communauté d'agglo, ainsi que dans le programme, nous allons investir dans le programme Petite Ville de demain. Donc là aussi, on aura travaillé avec vous. J'ai d'ailleurs indiqué que tous nos services, que ce soit mission conseil et assistance, ingénierie Côte d'Or, nos services en interne, en lien évidemment avec Orvitis, seront à disposition pour accompagner la définition de ces programmes Petites Villes de demain. Il faut sauver nos centres-bourgs qui souffrent, surtout dans cette période. Enfin, nous allons rester très engagés dans la lutte contre la fracture numérique. C'est un enjeu de futur et nous proposerons de travailler avec chacun des anciens chefs-lieux de canton à la mise en place d'espaces numériques qui permettront de répondre à la demande des télétravailleurs, puisque parfois les équipements qu'ils ont à domicile ne leur permettent pas des visioconférences de grande dimension. Nous allons également travailler avec les chambres de commerce et chambres d'industrie pour définir les équipements dont nous aurions besoin dans ces espaces numériques, aussi les proposer en lien aussi avec France Service. Nous avons un dispositif France Service Côte d'Or que nous allons mettre en place avec l'État pour qu'on ait aussi une possibilité de former, d'accompagner les personnes qui sont pour leur accès aux services publics dématérialisés. Vous savez que c'est un des enjeux d'avenir. Pour les familles d'artisans et de commerçants, nous allons porter une attention toute particulière aux situations difficiles de certains secteurs et nous allons, en lien avec les chambres de commerce, chambres de métier, élargir le dispositif Faire face ensemble. Vous savez que c'est un dispositif qui a bien marché en agriculture, qui marche bien en agriculture, c'est-à-dire prendre très tôt les difficultés, mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour voir comment on va les solutionner. Nous souhaitons faire de la sorte avec la chambre de métier et la chambre de commerce. Donc, nous étendrons le dispositif Faire face ensemble aux artisans et aux commerçants. Toutes les autres mesures prises dans le cadre du premier plan de soutien seront poursuivies, avec, pour ce qui concerne les unions commerciales, vous savez que si elles ont envie de faire y compris en ville d'ailleurs, des actions plus particulières de relance de leur commerce, on sera là pour les accompagner sur les actions nouvelles. Et nous avons prévu d'apporter 10% d'aide supplémentaire pour les unions commerciales qui s'engagent à valoriser la marque savoir-faire 100% Côte d'Or. Sur cette marque, elle marche bien, nos dispositifs avancent. Nous allons bientôt passer le cap des 100 acteurs économiques qui sont engagés dans la marque. C'est un facteur de croissance et de relance. Et donc, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, qui permet d'apporter de la valeur ajoutée pour tous ceux qui s'y sont engagés. Et donc, c'est à la fois des savoir-faire, à la fois des producteurs. Et donc, nous allons passer le cap des 100 acteurs économiques. Face à la fermeture des commerces, des restaurants, des lieux de tourisme, je vous propose de prolonger la durée de validité des bons échecs cadeaux de l'opération Repas des héros qu'on a conduit avec Côte d'Or Tourisme. Je salue sa présidente, Marie-Claire Bonnet-Vallet. Évidemment, vous comprenez bien que ces chèques, on doit pouvoir les utiliser. On attend la réouverture le plus tôt possible de nos commerces et de nos restaurants. Enfin, je rappelle que ça représente 418 bénéficiaires d'un cadeau à 500 € et 1000 bénéficiaires d'un chèque tourisme à 150 €. Donc, on va le prolonger. Enfin, dernière proposition, nous allons engager avec Côte d'Or Tourisme un véritable plan stratégique d'attractivité du département. Vous voyez bien, on en parlait tout à l'heure avec le directeur de la Banque de France. La crise provoque une accélération des mutations, notamment pendant les périodes de confinement. On a assisté à un retour à la campagne, une aspiration à un nouvel équilibre de vie. Bref, des mutations qui sont lourdes et nous voulons faire de la Côte d'Or la première destination entre Paris et Lyon. Et nous allons engager une grande campagne de communication avec Côte d'Or Tourisme sur l'attractivité du département.
autour de 2 axes. D'abord, venez vous ressourcer chez nous, en Côte d'Or. Et puis, le deuxième axe, c'est venez vous installer dans notre département. Et donc, on va en promouvoir les atouts dans un grand plan une grande campagne d'attractivité du département. Voilà, mes chers collègues, c'est donc un plan complet de soutien volontariste et réaliste que je vous propose. J'insiste sur ce mot, réaliste, parce que nous devons veiller à ce que chaque euro soit utile à chaque Côte d'Orien qui est frappé par la crise. Chaque euro soit utile. Donc voilà, en résumé, on veut faire face, côté des Côtes d'Orient, pendant toute la durée de cette crise, et chaque mois, je vous réunirai pour vous faire le bilan des engagements que nous avons pris, et si nécessaire, nous adapterons nos dispositifs. Donc je vous réunirai chaque mois. En 2020, je le répète, nous avons dépensé l'intégralité des crédits votés. Pour ce qui est du financement de ce nouveau plan, les mesures prolongées cette année ont été prévues au budget que nous avons voté en décembre. En revanche, pour ce qui est des mesures nouvelles que je vous propose, elles nécessiteront un ajustement budgétaire euh, assez rapidement, compte tenu de l'ampleur de la crise. Comme je vous l'ai indiqué, je vous proposais de voter au maximum fin mai le compte administratif et le budget supplémentaire, quelle que soit d'ailleurs la date des élections, et nous pourrons mettre à disposition des actions que nous conduisons, les moyens complémentaires qui seront nécessaires et que le budget primitif ne permettrait pas d'honorer. Donc les choses sont claires, l'essentiel des mesures sont déjà financées dans le budget primitif, les mesures nouvelles le seront, et j'accélérerai l'examen du compte administratif et du budget supplémentaire pour prévoir les financements complémentaires qui s'avéreraient nécessaires sur ce plan qui sera prolongé donc jusqu'au 31 juin. 30 juin, pardon. Ensuite, nous verrons, après le 30 juin, ce qui se passera et on aura l'occasion de se revoir, je vous le dis, chaque mois. Ce que je veux, c'est vraiment que ce soit très transparent pour les Côtes d'Orient. Chaque Côte d'Orient saura ce qu'on a utilisé comme moyen mis à disposition de la solidarité, de l'activité, de l'emploi. Et s'il le faut, on révisera nos politiques pour que ce soit utile pour chaque action qui est conduite. Donc, en tout cas, il faut continuer notre action, résolument. Je vous assure, moi, je suis préoccupé par l'évolution de la situation sanitaire, naturellement, comme vous, mais je suis encore plus préoccupé par l'évolution de la situation économique et sociale de notre département. En tout cas, le département sera là. Il va continuer à agir dans les missions qui sont les siennes, sur les 2 leviers, protéger et investir pour soutenir l'activité et l'emploi. Voilà, mes chers collègues, le plan que je voulais vous présenter